traité de Verdun, conclu en août 843, constitue l'un des jalons majeurs de l'histoire médiévale européenne. En mettant fin à la guerre civile opposant les trois fils survivants de Louis le Pieux, fils et héritiers de Charlemagne, il marque la première partition officielle de l'Empire carolingien. Cet accord, souvent présenté comme le point de départ de la constitution des futurs royaumes de France et d'Allemagne, illustre les difficultés de maintenir un empire unifié dans le contexte politique, social et culturel de l'Europe du XIXe siècle. Comprendre ce traité, c'est analyser à la fois les fragilités internes de l'Empire carolingien et les dynamiques qui orientèrent l'Europe vers une configuration nouvelle. 1. L'héritage de Charlemagne et la fragilité de l'unité impériale. Lorsque Charlemagne meurt en 814, il laisse derrière lui un empire vaste, centralisé autour de l'idée d'unité chrétienne, et reconnu comme empire d'Occident après son couronnement impérial à Rome en l'an 800. Cet empire s'étend de la mer du Nord à l'Italie, de la péninsule ibérique chrétienne jusqu'aux confins de l'Elbe. Son fils unique survivant, Louis le Pieux, 768-840, hérite de cette immense structure. Malgré son piétisme sincère et son désir d'assurer la continuité de l'œuvre paternelle, Louis ne dispose pas de la même autorité, ni du même charisme que Charlemagne. Dès le début de son règne, il se heurte à une double difficulté. Préserver l'unité impériale qui repose sur un pouvoir fort et une cohésion fragile, satisfaire ses héritiers, en respectant à la fois la tradition franque de partage du royaume et le principe impérial d'indivisibilité de l'Empire. Louis le Pieux tente d'organiser la succession par plusieurs ordonnances, dont l'Ordinatio Imperii de 817, qui désigne son fils aîné, Lothaire, comme héritier principal de l'Empire. Les autres fils, Pépin et Louis le Germanique, reçoivent des royaumes secondaires, mais restent soumis à l'autorité impériale. Cette décision suscite des tensions. La hiérarchie entre frères, imposée par l'idée d'unité impériale, s'oppose au principe germanique du partage égalitaire. À ces tensions dynastiques s'ajoutent les révoltes des nobles, les incursions extérieures, vikings au nord, sarrasins en Méditerranée, magyars à l'est, et la fragmentation des élites locales. L'Empire apparaît déjà fragile bien avant la mort de Louis le Pieux. 2. La guerre entre les fils de Louis le Pieux. À la mort de Louis le Pieux en 1140, la rivalité entre ses fils éclate. Trois prétendants restent en lice. Lothaire Hier, l'aîné, héritier du titre impérial, qui entend maintenir la prééminence sur ses frères. Louis le Germanique, qui contrôle les territoires orientaux. Charles le Chauve, le plus jeune, fils de Judith de Bavière, qui réclame sa part d'héritage. Le conflit s'intensifie rapidement. Les alliances se nouent et se dénouent. Louis le Germanique et Charles le Chauve, unis contre la prétention de Lothaire, remportent une victoire décisive à la bataille de Fontenoy-en-Puisaye en juin 841. Ce combat, souvent considéré comme l'un des plus sanglants du XXe siècle, symbolise la rupture définitive de l'unité carolingienne. Afin de consolider leur alliance, Louis et Charles jurent mutuellement fidélité lors des serments de Strasbourg, 842. Ces serments, rédigés en langue vernaculaire, roman et tudesque, sont particulièrement significatifs. Ils montrent l'émergence de deux identités linguistiques et culturelles distinctes, prélude aux futures nations françaises et allemandes. Ces affrontements destructeurs pour les populations obligent finalement les trois frères à chercher une solution diplomatique. Le traité de 843. La paix est conclue en août 843 à Verdun. Le traité prévoit une partition tripartite de l'Empire. Lothaire Hier conserve le titre impérial et reçoit la Francie médiane, une bande de territoire allant de la mer du Nord à l'Italie centrale, incluant les riches régions de la Lorraine, de la Bourgogne, de la Provence et de la Lombardie. Sa capitale est Aix-la-Chapelle, mais son royaume étiré et hétérogène est difficile à gouverner. Louis le Germanique reçoit la Francie orientale, correspondant globalement aux territoires situés à l'est du Rhin. La Bavière, la Saxe, la Franconie, la Thuringe. C'est le noyau de ce qui deviendra plus tard le Saint-Empire romain germanique. Charles le Chauve hérite de la Francie occidentale qui couvre la majeure partie de l'actuelle France, sauf la Bretagne, encore difficile à contrôler. Cette division respecte un équilibre relatif, mais ne règle pas définitivement les tensions. Le titre impérial de Lothaire est plus symbolique qu'efficace, et les royaumes ainsi créés sont eux-mêmes fragiles.
conséquences politiques et culturelles. Le traité de Verdun a des répercussions considérables pour l'histoire européenne. A. La fin de l'unité carolingienne. Bien que l'idée d'empire demeure, elle est désormais vidée de sa substance. L'autorité de l'empereur Lothaire sur ses frères est purement nominale. L'Europe entre dans une phase de morcellement politique, où l'autorité royale et impériale est sans cesse contestée par les aristocraties locales. B. L'émergence des futurs royaumes de France et d'Allemagne. La Francie occidentale et la Francie orientale forment les premiers noyaux politiques de ce qui deviendra la France et l'Allemagne. Les différences linguistiques, déjà visibles dans les sermons de Strasbourg, s'affirment progressivement. La Francie médiane, quant à elle, ne résiste pas. Elle éclatera dès la fin du XIXe siècle entre ses puissants voisins, mais son héritage est essentiel car elle correspond à l'espace lotharingien, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Italie du Nord, qui sera longtemps disputé. C. La montée des pouvoirs locaux. Le morcellement favorise le renforcement de la féodalité. Les comtes, ducs et abbés prennent une autonomie croissante, profitant de la faiblesse des rois. Le modèle d'un État centralisé carolingien cède la place à un système féodal, marqué par les liens de vassalité et la domination des seigneuries locales. Merge D. La vulnérabilité face aux invasions. Cette fragmentation coïncide avec une période d'invasion répétée. Vikings en Francie occidentale et orientale, Sarrasins en Méditerranée, Magyars en Europe centrale. Les divisions politiques affaiblissent la capacité de défense collective, contraignant les populations à se tourner vers les seigneurs locaux pour leur sécurité, renforçant encore le système féodal. Numéro 5. Le traité de Verdun dans la mémoire historique. Dans l'historiographie, le traité de Verdun est souvent interprété comme l'acte fondateur de l'Europe moderne. Les manuels d'histoire du XIXe siècle en France et en Allemagne le présentent comme le moment où les deux nations auraient pris leur acte de naissance. Cette lecture, certes simplificatrice, n'est pas dénuée de fondement. Verdun illustre la difficulté de maintenir une unité impériale sur un espace aussi vaste et annonce la pluralité des royaumes et des États européens. Toutefois, il ne faut pas projeter trop rapidement les frontières modernes sur celles du XIe siècle. Les identités politiques étaient encore mouvantes et la conscience nationale inexistante. Ce qui s'impose surtout, c'est l'idée que l'Europe médiévale se construit sur un équilibre instable entre héritage impérial, tradition locale et particularisme linguistique et culturel. Conclusion. Le traité de Verdun, 843, n'est pas seulement un accord dynastique destiné à mettre fin à une guerre fratricide. C'est un événement qui révèle les limites du projet carolingien. Un empire chrétien et unifié, inspiré par l'idéal romain et incarné par Charlemagne. En divisant l'empire en 3 royaumes, il inaugure une nouvelle phase de l'histoire européenne, marquée par la diversité politique, la montée de la féodalité et l'émergence progressive de royaumes distincts. La France et l'Allemagne, bien que très différentes dans leur évolution ultérieure, trouvent leurs origines dans cette répartition. Quant à la Francie médiane, elle symbolise les zones de contact et de rivalité qui demeureront des foyers de conflit jusqu'à l'époque contemporaine. Ainsi, le traité de Verdun est à la fois une fin et un commencement. La fin de l'unité carolingienne et le commencement de l'Europe des nations et des pouvoirs territoriaux.